enfin le représentant du préfet, puisque le préfet n'était pas là. On a donc, avec tous les élus qui étaient là, rappelé la colère de la population par rapport à la fermeture d'Arjowiggins. Notre volonté que cette usine ne ferme pas définitivement, qu'elle rouvre, qu'elle reprenne une activité, et notamment une activité papetière. Pour nous, alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec les élus qui étaient présents. Il y avait notamment le président du conseil général, lui, qui a une petite divergence avec nous, mais ça n'est pas très grave. Et bien lui, il est ouvert au projet du conseil régional et du gouvernement, de M. Bruno Le Maire, grâce aux gadgets. Hein, les premiers ministres? Non, ministre Bruno Le Maire, je parlais, non? Tu parles du gouvernement, monsieur Le Maire. Ah oui, donc du gouvernement et de monsieur Le Maire, pardon, j'ai dû manger une syllabe. Donc il est d'accord sur quel... Donc lui, il est d'accord un peu avec territoire d'industrie, sous la houlette de madame Runacher et madame Gouraud, qui se propose de venir au secours des régions sinistrées et de saupoudrer par quelques entreprises le bassin d'emploi qui a été sinistré. Saupoudrer par quoi, hein? De l'argent, vous voulez dire? Saupoudrer par des petites entreprises. Des entreprises, hein, on nous dit des entreprises. On a déjà dit... Que vous feriez venir, que ce projet-là pourrait faire venir? Non, non, non. C'est un projet, c'est une décision du gouvernement de couvrir la France de 200, il y a 200 territoires d'industrie. Et donc on a la chance inouïe d'en avoir récupéré un sur le bassin de Bessay. C'est donc une victoire, paraît-il, de la bataille qui a été menée ici. Mais nous, on est un peu sceptiques parce que c'est un peu un gadget technocratique, cette affaire-là. Et on avait déjà dit à Madame Gouraud, quand on l'avait rencontrée à Montoire, que ce qu'on voulait, si jamais l'usine ne redémarrait pas, ce qu'on n'envisage pas sérieusement, c'est de nous donner 800 emplois. Et qu'elle a un petit panier comme ça, elle va dans tous les secteurs en difficulté. Et elle donne une entreprise par-ci, une entreprise par-là, une entreprise par-ci, une entreprise par-là. On lui a dit, il vous faut un gros panier, parce que nous, c'est 800 emplois qu'on veut. Ce ne sont pas des activités liées à ce qui existait déjà, par exemple l'industrie papetière? Non, absolument pas, et c'est ça qui est le problème. On nous a parlé, alors je ne sais pas si c'était dans le panier de Madame Gouraud, mais on nous a parlé, par exemple, d'un dépôt comment on appelle ça, Panneaux solaires. Oui, des panneaux solaires qui viendraient d'Inde et de Chine, qui seraient stockés donc sur le site de la papeterie, et puis ensuite qui seraient dispatchés un peu partout. Alors pour nous, c'est pas une industrie. Hein. Deux, on veut pas des camions qui se baladent tout le temps avec des panneaux solaires, et qu'il faut pas se moquer de nous. Donc on avait dit. Mais c'est des bonnes nouvelles, c'est peut-être ça que vous leur avez dit. Mais non, mais sans blaguer, là, c'est. Ben oui, donc non, on veut pas de ça. Alors, on veut bien étudier quand même, on n'est pas fermé à toute proposition. On serait peut-être sur du stockage, vous disiez. Stockage de panneaux solaires. De panneaux solaires, mais vétustes mais les panneaux qui ont été fabriqués en Inde ou en Chine et qui arrivent ici pour être vendus. Okay. Donc ils ne seraient même pas produits, évidemment ici. Ouais, et donc, une plateforme. Quand on avait appris ça, on avait dit, mais vous foutez de nous là, pas question. Ça date de vous nous mettez, par exemple, vous proposez de mettre une entreprise qui pourrait construire des panneaux solaires pour l'usine, pour une activité, pas de problème, aucun problème. Mais là, il y a assez de friches industrielles dans tout le secteur pour aller mettre leurs panneaux ailleurs. Nous, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on souhaite, contrairement justement donc à un certain nombre d'élus, c'est que ce site redevienne un pôle d'excellence de production de papier, puisque c'était quand même notre spécialité, que la fermeture d'Arjowiggins n'est pas due au fait que nos produits étaient mauvais, puisqu'on était leader mondial de la carte à jouer, leader dans le papier, le transfert, qui n'est plus produit aujourd'hui en Europe, hein, c'est avec nous qui savions le faire. On était l'usine championne du papier recyclé, et que c'est donc pas pour une question de défectuosité de nos produits qu'on a été sanctionné, mais qu'on a été sanctionné et donc liquidé parce que M. Le Bar, avec sa société Sequena, a utilisé tout ce qui était la richesse et la productivité d'Arjowiggins pour renflouer ses affaires personnelles et donc
le site de Saint-Marc-la-Brière, qui avait la machine qui fabriquait du papier 80 grammes pour les administrations, a été frappé d'interdit dans le cadre d'un contrat commercial avec le repreneur qui fait du papier Watt à Saint-Marc-la-Brière. Donc ils n'ont plus le droit de faire du papier recyclé 80 grammes. Et nous, c'est ce papier-là qu'on récupérait, qu'on mettait en forme et qu'on vendait, qu'on vendait à toutes les administrations, à tous ceux qui ont besoin de papier de ce type. Mais on faisait plein d'autres choses. Ce qui est scandaleux, c'est ce qu'on a dit, et tout le monde en a convenu, c'est qu'il n'y a jamais eu une étude financée par les pouvoirs publics, jamais une étude industrielle sérieuse, financière, n'a été faite depuis janvier, on sait que c'est en difficulté, pour étudier sérieusement quelles seraient les possibilités de redémarrage de l'usine. Et il s'agit que c'est donc nous qui sommes obligés, nous les citoyens, de lancer une étude industrielle à la place des pouvoirs publics. C'est donc pas sérieux. Tous les maires, toutes les personnes qui étaient présentes ont dit ce n'est pas normal. Voilà. Donc il a noté, on n'a pas de réponse bien évidemment, il n'était pas là pour ça. Et on lui a rappelé que quand même, si vous voulez éviter la colère de la population et des ennuis, il fallait qu'avant le 31 octobre, on ait une réponse pour la reprise de l'usine, protection des machines, protection du site, et qu'on prenne le temps de chercher les conditions de reprise d'une activité sur le site, et qu'il donne les moyens à ceux qui ont des projets de les développer. Parce que tant qu'on n'en est pas là, l'usine est condamnée. Et nous, on a dit au 31 octobre, date limite qui a été donnée par les liquidateurs. Oui, et avec l'accord du tribunal de commerce. 31 octobre, pour eux, c'est la fin de la papeterie. Ça, il n'est pas question de ça. Le 1er octobre, c'est la fin des 31. machines. Oui, mais le 1er octobre, madame, le 1er octobre, si j'ai bien compris et si la date est bonne, normalement, le propriétaire des machines récupère les machines. Non. Alors, ça c'est faux. Ça, on ne sait pas. Vous savez, les bruits, c'est au 31 octobre que, normalement, l'avocat de l'intersyndicale a déclaré publiquement que l'accord qui avait été passé avec les liquidateurs, c'était au 31 octobre, ils commençaient à démonter les machines. Est-ce qu'on peut écrire de votre bouche que le 1er octobre n'est pas une date valable, parce qu'elle a été donnée par Ah ben, moi, exemple. je ne l'ai jamais entendu, moi, celle-là, le 1er octobre. J'ai entendu le 31 octobre. Non. Ça a été écrit dans les documents de l'avocat. Je retiens celle-ci. Donc 31. Et donc nous, on dit, c'est pas question. On n'est pas dans une phase pour nous de fermeture et de disparition de l'usine. On est dans une phase de redémarrage et de renaissance. Voilà ce qu'on veut. C'est juste. Merci. Bravo. Bien. Je suis donc autorisé à poursuivre. Ben oui, c'est à vous, mon cher. Bon, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous sommes là réunis cet après-midi. Je vous ai distribué un certain nombre de documents pour vous démontrer que nous sommes dans un contexte de fraude. Ce dossier Arjowiggins, c'est un dossier frauduleux. Vous avez parmi les documents importants un document qui s'appelle « Requête afin d'être autorisé à transiger ». C'est une requête qui est présentée par les mandataires liquidateurs de Arjowiggins en mai-juin 2019 auprès du juge-commissaire, près du tribunal de commerce de Nanterre. Le juge-commissaire a validé cette demande. Donc ce que je vais vous dire est parole judiciaire. Si l'évêque était là, j'aurais dit parole d'évangile. D'accord. Donc, c'est des propos justes, qui sont judiciairement, juridiquement incontestables. Dans la requête des mandataires, il nous explique la chose suivante. Il nous explique qu'entre les fabricants Arjowiggins et les distributeurs Pantalis, il y a des accords qui font que Arjowiggins paye des redevances chaque année, notamment marketing et pas seulement, à Antalis. Et que des sommes, ce qui est parfaitement légal en soi, et des sommes étaient dues à ce titre. Que malheureusement, dans la période suspecte, et je vais vous indiquer ce qu'est la période suspecte, entre le 15 novembre 2018 et le 8 janvier 2019, plus de 5 millions d'euros ont été versés par Arjowiggins à Antalis. Ça devient, dès lors que ces virements sont faits pendant la période suspecte, alors ça devient une infraction. C'est totalement illégal
dès lors que celui qui reçoit, ce qui était son dû, savait pertinemment quelle était la situation de celui qui verse, c'est-à-dire l'état de cessation de paiement. Bien entendu, compte tenu de la communauté de dirigeants entre Arjowiggins et Antalis, bien entendu, Antalis savait quelle était la situation d'Arjowiggins et que bien entendu, ces virements qui ont été faits pour un montant de plus 5 millions d'euros sont des virements illégaux, illicites. Le dernier virement a même eu lieu pour une somme de 200 000 euros le 4 janvier 2019. Le lendemain, il déposait de main. Conséquence. Les mandataires écrivent. Le juge judiciaire avalise. Le fait que l'exigence d'Antalis de se faire rembourser ces sommes de 5 millions d'euros, au moins peut-être de 20 millions d'euros, a eu une conséquence. C'est le retrait du repreneur belgeo-hollandais qui s'appelait Finesca. Il est dit expressément dans ce document officiel que Finesca a retiré en décembre 2018, quand ces virements ont été effectués à compter du 11 décembre 2018, ont retiré leur offre. Parce qu'ils n'entendaient pas que ces 5 à 20 millions d'euros soient retirés du périmètre de la vente. C'est ce qui a fait achoper l'offre Finesca. Vous vous rendez compte des conséquences? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de fraude, nous ne serions pas là cet après-midi. Ça veut dire que Finesca aurait racheté et ce serait... Bien sûr, bien sûr. Il est dit expressément dans le document que, effectivement, le cessionnaire potentiel s'est retiré après de longues négociations, puisqu'elle remonte au printemps 2018, et bien s'est retiré in fine à cause de ça. La cause de son retrait, c'est ça. C'est pas Brun qui vous le dit, c'est pas Nadia la présidente. Ce sont les mandataires judiciaires de la société Arjowiggins, c'est paroles bénies par le juge commissaire. Conséquences redoutables pour les travailleurs, pour les fournisseurs qui sont là, qui souffrent eux aussi, et pour l'intérêt général local. C'est juste une évidence. Mais attention, ça veut dire que ces 5 millions d'euros, quand il y a eu la liquidation judiciaire, maintenant on n'est plus avant le 8 janvier, on n'est pas entre le 15 novembre et le 8 janvier, on est après. Les Belges se sont retirés, dépôt de bilan, et là se présente une possibilité de trouver un autre repreneur, puisqu'on commence par un redressement judiciaire. Le tribunal de commerce ne prononce pas une liquidation judiciaire immédiate, il prononce un redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, c'est l'usage, mais avec une curiosité quand même, c'est qu'il n'y a aucune poursuite d'activité parce qu'il n'y a plus aucun argent dans les caisses. Et se présente quelques semaines plus tard une offre d'un repreneur potentiel, Les Sabots, L-E-2-S-A-B-O. Projet de reprise mal ficelé devant le tribunal de commerce. Tout ça se fait dans la précipitation. Le tribunal de commerce refuse d'aller jusqu'au bout de la période d'observation parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et prononce du coup la liquidation judiciaire. Pourquoi il prononce la liquidation judiciaire immédiatement? Parce qu'il y a les 5 millions d'euros qui devraient être dans la caisse ne sont pas là. Et s'ils avaient été là, on aurait eu la profondeur de la période d'observation des 6 mois pour finaliser le projet Les Sabots. Et le projet Les Sabots était un projet éminemment sérieux, car il faut que vous sachiez, les uns et les autres, que Les Sabots, écarté par le tribunal de commerce, a acheté une entreprise en Allemagne. Et l'entreprise qu'il a achetée en Allemagne fabrique notre papier recyclé. Et ce papier recyclé fabriqué aujourd'hui en Allemagne, je vous pose la question parce que vous êtes des journalistes avertis, à qui s'est revendue cette production? C'est très bien. Voilà, exact, et plus particulièrement en Thalys. La boucle est bouclée. Ça fait 2 fois qu'on aurait dû éviter, avant et après, qu'on aurait dû éviter la fermeture de l'entreprise et 600 licenciés. C'est acadabrantesque, aurait dit Jacques Chirac. Je partage le mot. C'est juste. Comment on a pu en arriver là? Et en plus dans un contexte de fraude. Le 10 avril 2019, le préfet sait qu'il y a fraude.
Il le sait par l'intermédiaire du CIRI, c'est la deuxième pièce que je vous ai communiquée. C'est quel document? 1er avril, pardon. C'est le document voilà, officiel, c'est le compte rendu de la réunion. Montre-moi la première page. Voilà, Pays de Loire, ça s'appelle, préfecture de l'État, c'est celui-ci. Juste avec C'est ce document-là. Ok. Oui. Et donc ce document, c'est le compte rendu de la réunion qui s'est déroulée le 1er avril 2019 à la préfecture. Vous étiez, ma chère Nadia. C'était pas à 13h, mais là c'était à 10h. Et donc vous avez plein de gens présents. Dont le préfet, dont la présidente de votre région. Et dans la liste de ces personnalités présentes, vous n'étiez pas Nadia, vous n'étiez pas alors encore une personnalité, il y a un monsieur Albisson. Et monsieur Albisson, c'est le rapporteur sur l'industrie papetière au CIRI, c'est-à-dire au comité interministériel des restructurations industrielles. Donc c'est un monsieur qui n'est pas loin de monsieur le maire et qui est présent ce jour-là. Et il vient vous dire ce jour-là, c'est la dernière page du rapport, enfin du PV, du procès verbal. Monsieur Albisson, c'est l'avant-dernier paragraphe, avant que le préfet ne clôt la séance, remerciant tout le monde. Monsieur Albisson note que ces fonds à hauteur de 5 millions d'euros remontés d'Arjoveggins vers Antalis, peu avant l'entrée en procédure collective, font l'objet d'un contentieux. On n'a pas encore de contentieux. Plutôt qu'une procédure contentieuse, une transaction pourrait être envisagée. C'est la requête que vous avez, c'est le document précédent, qui a été adressé par les mandataires au juge commissaire pour être autorisé à transiger. Et à transiger pour mener à quoi? Vous pensez à ces fournisseurs, vous pensez qu'ils sont des travailleurs comme les autres, vous pensez à ces travailleurs qui ont perdu leur emploi après 20 ans, 30 ans d'ancienneté. Avec rien, avec un plan social vide, on y reviendra dans un instant. Et ce que fait alors l'intersyndicale, ça mérite d'exister, hein. En soi c'est du bon travail, merci Thomas, c'est de faire signer à chaque travailleur une transaction en disant on vous verse en moyenne une somme de 10 000 euros et vous ne faites pas de contentieux ni contre les uns ni contre les autres. Et les travailleurs ont signé cette transaction, nous les avons invités à le faire. Et Thomas, mon cher confrère, bravo. Il vaut mieux avoir 10 000 euros dans ses poches pour chaque salarié. Mais 10 000 euros, cher confrère, c'est trop peu. C'est trop peu, ça n'indemnise pas le préjudice de ces travailleurs. Et vous n'avez pas pris en compte quand même 120 intérimaires, vous les avez oubliés. Et vous n'avez pas pris en compte les fournisseurs qui sont là aujourd'hui à notre conférence de presse. Vous avez oublié du monde, c'est trop peu. Et le périmètre n'est pas le bon. Donc, notre affaire, elle ne fait que commencer parce que, vous le savez tous, ces transactions ne sont pas valables. On ne transige pas en matière frauduleuse. Et de surcroît, la transaction n'est pas valable parce qu'un accord a été passé entre les mandataires et l'intersyndicale, en amont, qui fait que quand on met en musique l'accord qui est au-dessus, l'employeur ne fait aucune concession puisqu'une transaction, ça suppose de la part des deux parties au contrat des concessions réciproques. L'employeur, donc les mandataires, lorsqu'ils mettent en musique dans les contrats individuels de transaction avec chaque salarié un accord qui a été préétabli, ne fait aucune concession et les transactions ne sont pas valables. Je vous en assure, puisque les 5 jurisprudences qui existent dans ce pays, la Cour de cassation, la dernière décision qui date de juin 2019, je dis ça avec beaucoup d'humilité, ce sont les jurisprudences de Maître Brun. Donc, il n'y a pas photo, ces transactions ne sont pas valables pour 2 raisons. Travailleurs, cet argent, vous allez le conserver, mais vous valez plus que ça. Donc, il va falloir engager, pour certains, une action devant le Conseil des prud'hommes, parce que ces licenciements sont frauduleux. Et là, Dieu soit loué, on évite le fils putatif de François Hollande, la barémisation à travers les ordonnances du 22 septembre 2017, puisque là, il n'y a pas de plafond. C'est à la hauteur du préjudice que vous avez subi après 20 ans, 30 ans, 40 ans d'ancienneté, dans un bassin d'emploi où l'industrie a disparu. C'est si vrai qu'on nous a fait un beau cadeau de territoire d'industrie. Une simple appellation administrative. Autrefois, quand j'étais un jeune étudiant, on appelait ça des contrats de pays. Et il y avait 50 pays. Ben là, on les retrouve. Ils appellent ça autrement, mais c'est la même chose. Donc, le préjudice, il est considérable. Et ces salariés, par ailleurs, leur licenciement pour motif économique, il est aussi sans cause réelle sérieuse, cumul des indemnisations. Pourquoi? Parce que
Arjowiggins, les mandataires n'ont pas respecté l'obligation individuelle de reclassement. On n'a pas recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe. Et on a manqué aussi une obligation conventionnelle de reclassement qui consiste à saisir la commission paritaire de l'emploi pour rechercher toutes les possibilités de reclassement externe et élaborer un plan de reclassement externe et un plan de formation. Tout ça n'a pas été fait. Donc tous les licenciements sont sans cause réelle sérieuse. 10 000 € d'un côté avec Maître Brun et surtout avec Nadia, ça vaut 10 fois mieux. Okay. Donc le combat ne fait que commencer. Et les 10 000 €, c'est juste un acompte, travailleurs, gardez-les, c'est parfait, mais le combat il continue, il s'arrête pas. Vous parlez de licenciement abusif, ouais. Sans cause réelle et sérieuse, c'est le terme. Sans cause réelle et sérieuse, c'est le terme approprié. Et là, on se sera confronté au barème de M. Macron et donc de François, qui avait tenté de le faire à travers la loi El Khomri. Et pour les travailleurs qui ont 30 ans d'ancienneté, c'est au plus 20 mois. Sous réserve que les barèmes soient conformes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Soyez plus clair pour tous ceux qui ne comprennent pas. Ça veut dire que quelqu'un qui a 30 ans d'entreprise, il aurait dû aujourd'hui avoir un défraiement, en tout cas beaucoup plus important que celui-là. Premier chef de Ça a demande. été bradé, ça, Oui, c'est ça que vous dites? oui, c'est du bradage, c'est une permet d'expression qui n'existe pas. Mmh. Un licenciement frauduleux. Donc j'ai le droit des dommages et intérêts, raison de la faute, c'est la faute. Et ensuite à la hauteur du préjudice que j'ai subi. 30 ans d'ancienneté, 50 ans, vous pouvez mettre 36 mois, 48 mois de salaire. Au lieu de, c'est quoi actuellement? 10 000 €. C'est la transaction. Et ensuite, vous avez un autre chef de demande, licenciement sans cause réelle et sérieuse. Avant, j'avais le droit, depuis la loi du 13 juillet 1973, à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, avec un minimum d'au moins 6 mois de salaire dès lors que j'avais au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Avec M. Macron, il trouve que, bien entendu, les indemnisations étaient trop importantes et il a mis en place un barème, un plafond. Un plafond qui fait que si vous avez 5 ans d'ancienneté, c'est 3 mois maximum. Si vous avez 10 ans d'ancienneté, face aux réserves d'inventaire, c'est 6 mois. Et tout petit quanti, et le maximum du maximum, c'est quand on a au moins 30 ans d'ancienneté, c'est maximum 20 mois. D'accord? Ces barèmes sont illégaux. Ils sont contraires à nos engagements internationaux européens, puisque la Charte sociale européenne, auquel nous adhérons, c'est le Conseil de l'Europe depuis 1961, rappelle que le travailleur dont le licenciement n'est pas valable a le droit à une indemnisation adéquate, à la hauteur de son préjudice. Sauf qu'aujourd'hui, un juge français ne peut plus, la plupart du temps, 2 fois sur 3, accorder la juste indemnisation. Pareil, convention de l'OIT, numéro 158 de 1982, sur le droit du licenciement, droit à une réparation adéquate, c'est la même chose. Et pour autant, vous voyez, le président, le fils putatif, le président Emmanuel Macron, allait dans nos parts, quand on a déposé les recours contre la France, pour contester l'inconventionnalité des textes français, voire de prononcer l'excommunication de la France de la communauté internationale si elle ne se conformait pas aux décisions à venir, et bien venir dire, comme l'a rappelé Nadia il y a un instant, à Genève, que ce capitalisme était fou, qu'on avait besoin de l'OIT plus que jamais, et que ça devenait insupportable. Ces inégalités sociales toujours croissantes et toujours plus importantes, et c'est lui qui les crée. J'ai un sacré culot, celui-là. Le fils est terrible de François. Donc voilà, donc ça, c'est... Volontairement que vous politisez un peu le on est au cœur d'une juste pour comprendre. on est au cœur d'une affaire politique. On ne va pas être dupe. Non, mais c'est ça que je veux entendre. Mais c'est une excellente question. Ouais. Mais on va poursuivre sur l'autre volet. Très bien. Donc ça, c'est le volet pour les travailleurs, mais aussi pour les fournisseurs, pour aussi les travailleurs intérimaires, qui pourraient aussi faire requalifier leur contrat précaire en contrat de droit commun et avoir le droit à l'indemnisation comme les autres salariés. Donc pour ceux qui ne sont pas salariés, la juridiction compétente sera le tribunal de grande instance de Nanterre ou le tribunal de commerce selon le cas. D'accord ? Ensuite, le deuxième volet, sur le problème des responsabilités. C'est là qu'on va continuer à politiser. Mais dans un sens très noble, hein, bien évidemment. C'est que, vous le savez mieux que moi qui suis tout neuf dans ce dossier, c'est que l'actionnaire principal du groupe, vous le connaissez, c'est la Banque publique d'investissement, chère à François et Ségolène. Les parents de Thomas. C'est une bonne idée d'avoir créé la Banque publique d'investissement. C'est elle qui est devenue l'actionnaire, hein, c'est un début de nationalisation rampante du groupe. Et donc
banque d'Arjowiggins. D'accord. Mais ce banquier public a un rôle quand même très bizarre. J'en veux pour preuve, dans le document, le procès-verbal qui a été établi à la préfecture le 1er avril 2019, le sieur Albuisson. Le sieur Albuisson nous dit « La BPI et l'État ont été très très proches d'Arjowiggins puisque nous avons investi 180 millions d'euros chez Arjowiggins au cours des 2 dernières années. » C'est le procès-verbal officiel signé par la présidente du conseil régional, mais aussi par le préfet qui y est. C'est pas rien sa signature au préfet. Il atteste que, effectivement, il a été dit que l'État avait soutenu et la Banque publique d'investissement, Arjowiggins, au cours des 2 dernières années, donc 2017-2018, à hauteur de 180 millions d'euros. Extraordinaire. Mais alors, à quoi ont servi ces fonds? Et là, on a la réponse, pas de Dieu, mais de l'un de ses saints. Pardon, monseigneur, vous n'êtes pas là, je peux le dire. Le ministre Le Maire. Je me demandais s'il avait pris un grade tout à l'heure et est devenu Premier ministre. Mais non, Oui, non. il est resté ministre de l'économie. Excuse-moi. Et vous avez un courrier adressé par le dit ministre, qu'on connaît bien, on l'a vu chez Forme, qui est d'un courage extraordinaire, et qui a écrit au député du Loir-et-Cher, c'est votre voisin, Pascal Brindot. C'est un joli nom. Et il écrit la chose suivante. Alors lui, il dit, c'est pas 180 millions d'euros, c'est 200 millions d'euros. Et il écrit la chose suivante, il y a une gravité politique absolue. Je souhaite préciser, monsieur le député, que ce soutien financier de 200 millions d'euros a servi, pesez chacun des mots, uniquement, entouré en rouge, l'adverbe uniquement, exclusivement, la langue française est riche, à combler les pertes d'exploitation des sites d'Arjowiggins. Le banquier, qui est le principal actionnaire, s'est fait à lui-même des prêts pour combler les trous. Mais ça n'a servi qu'à ça. 200 millions d'euros qui n'ont servi qu'à ça. Et je peux ajouter que le dernier prêt qui a été fait pour Arjowiggins est un prêt d'un montant de 10 millions d'euros fait en juillet 2018. Vous savez à quel taux? Banque publique. C'est quoi les taux aujourd'hui? 0, hein? Hein? Ben là, c'est 14 fois plus. Au taux de l'usure, 14%. C'est l'actionnaire, et c'est le banquier, et c'est un banquier public. Mais c'est scandaleux, ce qu'il fallait faire, c'est pas ça. Parce qu'avoir fait ça, ça a permis quoi? Ben, ça a fait fuir les deux repreneurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre l'entreprise, si effectivement votre banquier, quand vous n'allez pas bien, vous aide une fois à combler la trésorerie. S'il est gentil 2 fois, la 3e fois il dit stop, c'est la Banque de France. Et vous êtes passé sous la protection de la loi. Ce qu'il fallait faire, ce n'est pas une honte d'être en cessation de paiement. Il fallait protéger au pire, au moment de ce prêt de 10 millions d'euros à 14%, vous vous rendez compte? C'était dire stop. Il faut placer sous la protection de la loi, sous la protection du tribunal de commerce, cette entreprise. Et aujourd'hui, on aurait abouti quoi? Il y avait 2 projets concurrents. On aurait sauvé le site, on aurait sauvé l'usine, on aurait sauvé l'activité. Et comme il y avait 2 projets concurrents, on aurait peut-être sauvé tous les emplois. Mais vous voyez, le préjudice, il est considérable. Et c'est une bombe atomique qu'il faut bien expliquer aux uns et aux autres qu'il n'y ait pas demain matin de surprise. Monsieur le préfet, réveillez-vous, préfet qui est. Vous êtes allé jusqu'à Bessay hier, mais il y a longtemps que vous auriez dû venir, il y a longtemps que vous auriez dû faire ce travail-là, il y a longtemps que l'État n'aurait pas dû laisser faire. La maladie, on la connaît, Nadia l'a rappelé tout à l'heure. Elle appelait ça le néolibéralisme. Moi je dis c'est le libéralisme tout court. La maladie est grave. Où est passé le volontarisme dans le domaine économique? Aujourd'hui, le général de Gaulle serait un dangereux communiste. On ne fait pas la politique de la France, la politique économique à la bourse. Ben là, c'est pareil, vous vous rendez compte? Et en plus, c'est François et Ségolène qui ont créé la Banque publique d'investissement. Alors, on peut se demander, après, c'est le travail des journalistes, moi je ne sais pas, j'en suis une idée comme ça, comment un banquier qui a aucun d'entre nous ferait la gentillesse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, de vous prêter des sommes considérables pour simplement combler des trous?
Comment se fait-il, alors que c'est une banque publique, comment se fait-il qu'on a été d'une telle mensuétude qui a conduit à la catastrophe absolue? Pourquoi on a prêté 200 millions d'euros au taux de l'usure, en tout cas pour les 10 derniers, simplement pour combler des trous, qui sont des trous permanents? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors, dites-moi? Ah bah c'est très simple, je viens de vous le dire, c'est placer l'entreprise sous la protection de la loi et sous la protection du tribunal de commerce. Déposer son bilan n'est pas une infamie. Ça veut dire qu'on passe un moment difficile. Certains des fournisseurs le vivent aujourd'hui, c'est pas une infamie. Ils subissent, hein, mais Vous dites sous la protection de la loi et... Ben donc du tribunal de commerce. Oui, mais ça n'a pas été fait ça. Mais ça n'a pas été fait, ça a été fait au dernier moment. Ça a été fait donc. Bah, c'était fait en Ça, janvier vous voulez dire. 2019, mais bien sûr. On est d'accord. Quand vous prêtez 200 millions d'euros et que vous dites merde, allez, ça fait, je continue à te prêter, c'est pour combler les trous. Oui, oui. Et bah, comme tu exagères un peu, je te fais un taux à 14%. Qui a ce pouvoir-là? Le pouvoir? Oui, ce Ah pouvoir de placer plus tôt que prévu Ben, finalement dans cette démarche. La BPI, Mmh. l'État, Ça, Au lieu de l'entreprise. ça, au lieu de cela, Ben, au lieu de ça, c'était la fuite en avant. Alors, on peut se demander pourquoi ça a été la fuite en avant. Quels sont les liens? Je lance une idée comme ça, moi j'ai pas la réponse, hein, entre le président du groupe, l'État, le ministère de l'économie et des finances, la Banque populaire d'investissement, la Banque populaire, pardon, non c'est dans un autre régime, la Banque publique d'investissement. Ouais, c'est mieux. Pourquoi? C'est un non-sens absolu. Mais absolu. Quelle est l'explication? Je ne l'ai pas. Je suggère qu'il doit y avoir des liens forts. donc vous avez l'explication. Non, je suggère. Je n'ai pas dit que j'ai une explication. C'est une idée. Sincèrement, je n'en sais rien. Quand je suggère, je ne m'avance pas plus que ça. Mais c'est... Vous en avancez une autre. Mais non, mais il n'y a pas d'explication technique, économique, financière. Il n'y en a pas. Donc, il en reste qu'une. C'est les liens amicaux. Enfin, j'ose espérer qu'il y a au moins une explication, que ce pourrait être celle-là, peut-être. Donc entre le groupe Sequana et la BPI. Le dirigeant c'est ça que du vous voulez dire groupe, le BPI, le ministère de l'économie, et tutti quanti. C'est qu'une suggestion, je n'affirme pas, je suis un homme prudent. Bien entendu. Je n'ai pas la preuve. Je suggère que, j'espère qu'en tout cas, il y a une explication et que la seule raisonnable alors nous parlons, ce ne peut être que celle-là. Parce que je connais aucun banquier fou. Il avait été évoqué que l'un des repreneurs avait dit qu'on l'avait plus ou moins découragé de se positionner sur le rachat d'Arjo Williams en lui disant laisse tomber, de toute façon, c'est voué à l'échec. Est-ce que ça, vous avez vu? Alors, sincèrement, moi je suis tout neuf. Je ne suis pas l'intersyndicale, je n'étais pas le comité d'entreprise, je n'étais pas dans les procédures collectives devant le tribunal de commerce, je n'en sais rien. Simplement, je constate que vous aviez un repreneur après le dépôt de bilan qui s'appelait Les Sabots, qui a été écarté par le tribunal de commerce parce que son dossier était peut-être mal ficelé, je n'hésitais pas. C'est lui qui... Oui, voilà, je pense que c'est à lui que vous pensez. On l'a On l'a un peu évincé du truc, son dossier n'était semble-t-il pas parfait, sauf que ce monsieur était